C'est sûr que quand on dit technofascisme, la partie du terme qui attire l'œil tout de suite, c'est fascisme. Parce que fascisme, c'est une catégorie politique qui, pour nous, Européens, est extrêmement chargée, sur laquelle il n'y a pas de consensus historiographique. C'est-à-dire que vous avez des historiens qui pensent que le fascisme est restrictif et qu'il a commencé, s'est arrêté au XXe siècle, qu'il est mort au XXe siècle et qu'on l'étudie comme un objet politique inerte, qu'il se serait borné à l'expérience mussolinienne d'un côté et au nazisme d'Hitler de l'autre. Et puis il y a d'autres historiens qui estiment que ce fascisme est beaucoup plus souple ou beaucoup moins restrictif et qu'on peut retrouver dans un certain nombre de régimes des invariants, des signes comme ça de sa résurgence. On a plutôt choisi de s'inscrire dans cette école-là. Alors en plus, il se trouve qu'avec ma co-autrice, on n'est pas historien, donc on n'est pas prisonnier de ces querelles historiographiques. Ça nous offre un peu plus de liberté. Alors, on a essayé de rester rigoureux, évidemment, mais on est un peu moins tenu par les méthodologies de la recherche. Et le premier postulat qu'on a fait, parce qu'on a voulu vérifier ce qui pouvait justifier ou pas d'utiliser ce terme-là, c'était de savoir si on retrouvait dans cet exercice du pouvoir qu'on observe, alors qu'on observe avant tout aux États-Unis, mais qui ensuite, par capillarité, par ruissellement, par phénomène d'exportation, se déploie ailleurs, est-ce qu'on retrouve des invariants des fascismes historiques? En fait, assez vite, on s'est rendu compte que oui. C'est-à-dire, je peux en citer deux, voire trois, qui sont vraiment des marqueurs assez nets. Le premier, c'est qu'on est face à une contre-révolution. Et une contre-révolution qui vient s'opposer à la modernité. Alors, pas la modernité technologique, puisque la modernité technologique, évidemment, les technofascistes ne sont pas les ennemis de la technologie, mais la modernité politique. Donc ça va même être combattre la modernité politique avec les outils de la modernité technologique. On a le nazisme, c'était un combat contre la modernité politique avec les outils de la modernité technologique de l'époque, ou la modernité technique peut-être de l'époque. Ça c'est le premier invariant. Le deuxième, ça pourrait être cette obsession pour la purification, l'idée qu'on va régénérer le corps national par un processus de purification. Alors ça, c'est pour le coup très audible dans les prises de parole aux États-Unis. Je pense notamment là depuis l'assassinat de Charlie Kirk, on a toute la mobilisation d'un vocabulaire qui est un vocabulaire extrêmement religieux, biblique, mais la partie plus guerrière, on va dire, de la Bible, jusqu'au sommet de l'administration, puisque J.D. Vance lui-même utilise ce vocabulaire-là, et qu'on retrouve chez les technofascistes cette volonté comme ça de palingénésie, comme disait l'historien Robert Griffin, un retour à la vie. Et puis le dernier invariant, alors qui pour le coup est plutôt un marqueur du nazisme, c'est le primat de la race. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ce qu'on observe aujourd'hui, Nicolas le disait brièvement dans son propos liminaire, on retrouve un substrat qui est un substrat suprémaciste, alors qui est sécessionniste d'une main, suprémaciste de l'autre. On voit dans l'administration Trump, autour de l'administration Trump, y compris dans la tech, une obsession pour le QI, une obsession pour l'intelligence, la résurgence d'un certain nombre de pseudosciences. Le concept de fascisme, comme le concept de populisme et le concept d'extrême droite, ce sont des concepts qui ont une double vie. Ils sont à la fois utilisés comme des injures dans le champ politique. Georges-Louis Boucher, bien avant ces excès de ces derniers mois, faisait déjà l'objet d'attaques il y a 2 ou 3 ans, enfin quand il est devenu président, d'individus qui disaient c'est un populiste, c'est un homme d'extrême droite, c'est un fasciste. Et c'était assez vague. On comprenait qu'il y avait une volonté de diaboliser un adversaire, mais quant à savoir si les mots convenaient, c'était une autre affaire. Ici, Olivier, avec qui on vient de discuter dans le bureau de David par rapport à cette idée de technofascisme, ne prend pas le concept de fascisme comme simple injure, mais comme concept opérationnel raccordé à la littérature. Et à ce titre, je dirais que, comme beaucoup de concepts, un concept, c'est un contenu qui s'appuie sur des éléments, et il est rare qu'on ait tous les éléments. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les éléments qui ont été mentionnés ici permettent de faire des liens entre les fascismes historiques et le comportement, l'action
grands patrons, des cadres et des milieux des GAFAM, des milieux de la Silicon Valley, des milieux du numérique. Maintenant, il faut quand même préciser que je ne suis pas historien, mais si jamais un historien est à ma place, il dirait « Attention, n'oublions pas que le fascisme, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout le rêve d'une société autoritaire, ordonnée, dans les mains d'un parti unique, avec une hiérarchie forte et, très important, avec la violence comme valeur forte pour faire valoir l'ordre. » Make America Great Again, c'est une reprise d'un slogan de Ronald Reagan des années 80, qui est un tout petit peu plus long, c'était Let's Make America Great Again. Donc Donald Trump a supprimé le Let's, tout en se revendiquant de Ronald Reagan. Et c'est une idéologie fragile en construction, mais qui s'appuie sur de grandes étapes importantes. Il y a les années Clinton et une polarisation médiatique entre CNN et des médias dits libéraux et Fox News naissant, avec son grand patron Rupert Murdoch, l'Australien, qui possède de nombreux médias et qui veut un média conservateur. Cette polarisation va d'autant plus fonctionner que Bill Clinton, on l'a oublié, a très mauvaise réputation. Il est poursuivi pour toutes sortes d'accusations, d'abus de pouvoir vis-à-vis de ses assistants, de relations sexuelles avec des gens sur qui il avait autorité, etc. Et ça va continuer à la Maison-Blanche. Et donc ça va, après avoir été gouverneur, ça va s'aggraver encore. Et donc la polarisation avec les deux camps conservateurs et libéraux, avec CNN, le New York Times, avec Fox News et d'autres médias, tout ça va créer une polarisation qui va jeter les bases du succès de Pat Buchanan, candidat nativiste dans les années 90, qui explique que l'Amérique, elle est avant tout blanche, chrétienne et d'origine européenne. 3 fois candidat, dans le camp républicain d'abord, puis ailleurs, chez les libertariens, dont on reparlera plus tard. Et puis, on a les années Bush avec la parenthèse du 11 septembre, où là, il y a une unité nationale à cause du 11 septembre. Et l'arrivée de Barack Obama, le Tea Party qui crée vraiment la première base MAGA. La première base trumpiste, c'est le Tea Party. Qui sont les électeurs du Tea Party? Ce sont, comme on le disait à l'époque, souvent des hommes d'un certain âge, blancs et en colère. C'était la définition de l'électeur. En fait, tous ces gens-là étaient prêts pour accueillir Donald Trump. Et donc, et puis après, il y a eu les années Obama, le traumatisme, entre guillemets, des Américains par rapport au fait qu'un Afro-Américain arrive à la Maison-Blanche. Je répète toujours que nous n'avons pas de leçons à donner, ni en France, ni en Belgique, par rapport à la présence de personnes algériennes, marocaines, tunisiennes ou congolaises dans les toutes hautes sphères du pouvoir. On a eu un Italien d'origine, Elio Di Rupo, qui est monté très haut, mais on n'a pas beaucoup, ni en France ni en Belgique, d'exemples pour donner des leçons aux Américains. Il n'empêche que là, ça a été pour certains un traumatisme. On a l'impression que les Afro-Américains risqueraient peut-être de dominer les Blancs. Et puis on a cet individu sur lequel je reviendrai, qui en 2015, avec un flair politique incroyable, se dit, après la polarisation, après les années Clinton, après les guerres inutiles des Bush, après le Tea Party, après Obama, après Hillary Clinton, on nous propose un Afro-Américain, maintenant il propose une femme, et demain un homosexuel. Il est temps de rappeler aux Américains qu'ils pourraient voter pour un homme normal, blanc, d'un certain âge, qui a fait fortune. Bon, voilà. Et voilà, tout ça s'est construit lentement, et j'essaie de montrer dans le livre, mais je m'arrêterai là, j'en reparlerai plus tard si nécessaire, j'essaie de montrer dans le livre que ça a fini par devenir cohérent, mais il a fallu un certain temps. Ça a été un peu, pour rester poli, un fameux désordre idéologique, mais les choses ont fini par être
cohérente et à permettre aux gens de se dire, si je vote Trump, je m'y retrouve suffisamment dans un certain nombre de domaines, ce qui veut dire qu'il y a idéologie. Une idéologie, c'est la cohérence. La bonne nouvelle, c'est qu'un Elon Musk, par exemple, ne pourra pas être élu président des États-Unis puisqu'il n'est pas américain. Il est sud-africain. Il faut être né sur le sol américain pour être élu. Aujourd'hui, déjà, peut-être rappeler quand même, et j'ai un peu en rebond de ce qu'on disait à l'instant, autant le premier mandat de Trump était vraiment marqué par son national-populisme, c'est-à-dire c'était le point culminant de son premier mandat, c'est la prise du Capitole le 6 janvier 2021 avec le petit peuple qui reprend les institutions par les armes après une élection prétendument volée. Voilà, ça c'était l'apothéose quelque part de la stratégie nationale populiste d'un Bannon par exemple avec sa fameuse maxime inonder la zone de merde, quoique cette maxime-là tient toujours, hein, c'est toujours un mode de gouvernement un peu aux États-Unis. Ce deuxième mandat où les personnes un peu dans l'ombre de ce deuxième mandat sont pas du tout des national-populistes. Alors, il en reste. Steve Bannon est toujours là, il se pousse un peu du col, il essaie de jouer des coudes parce que, évidemment, il y a des frictions, des rivalités entre différentes factions. Ce qui, là aussi, peut être une caractéristique d'un certain nombre de mouvements fascistes. Hein. Le nazisme n'était pas du tout le parti unique en rang serré, marchant dans le même sens qu'on imagine parfois. C'était parfois beaucoup plus chaotique que ça, avec des arbitrages entre des factions, le Führer ayant vocation à arbitrer ces différentes sensibilités, on va dire. Et ce deuxième mandat est beaucoup plus marqué par un élitisme revendiqué. C'est-à-dire qu'il porte un regard assez sévère sur justement la prise du Capitole en se disant que la contre-révolution telle qu'il l'imagine, c'est pas du tout un coup d'État où on renverse le pouvoir par les armes. On n'arrive pas avec des milices, avec des M16 et des gilets tactiques dans le sein des seins institutionnels des États-Unis. Ça va être une acculturation beaucoup plus lente, faire émerger des espèces de contre-élites qui, une fois qu'elles seront arrivées au pouvoir ou qu'elles seront portées aux responsabilités, sauront quoi faire, pour reprendre l'expression d'un certain nombre d'idéologues de ces mouvements-là. Je pense à Curtis Yarvin en disant ça, sur lequel je reviendrai par la suite. Et donc, évidemment, il y a tout un tas de discussions, de fantasmes en ce moment sur qui pourrait prendre la suite, qui sera capable de canaliser l'énergie monarchique, comme dit Yarvin là aussi, d'un Donald Trump qui saura encapsuler cette énergie pour la transformer en quelque chose. Trump étant un peu la fenêtre d'opportunité, le véhicule assez idéal pour faire advenir cette espèce d'ordre nouveau qu'il souhaite et qui est un dépassement finalement de la démocratie. Parce que et c'est là où je vais peut-être revenir à la matrice libertarienne, c'est que pour ces gens-là, la démocratie, c'est pas seulement qu'elle est dysfonctionnelle, c'est qu'il faut l'éradiquer. C'est-à-dire que, je reviens sur la fameuse citation de Peter Thiel, sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Peter Thiel, c'est quand même quelqu'un qui nous dit depuis 15 ans que démocratie et liberté ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que lui se pose comme un tenant de la liberté, mais la liberté d'abord au sens du marché, hein, c'est un libertarien, donc c'est d'abord de l'ordre spontané du marché, la route de la servitude d'Hayek dans la poche, et puis voilà, le reste est assez accessoire. Et que sur le chemin de cette liberté, la démocratie est un obstacle à neutraliser. Et donc ils sont dans cette idée de dépassement de la démocratie. Je reviens peut-être du coup là-dessus sur ce ferment libertarien qui est probablement l'autre influence majeure ou l'autre ingrédient majeur de ce technofascisme qu'on essaie de décrire dans le livre, qui est qu'en fait pendant des années on a considéré que les patrons de la tech étaient des libertariens. C'était l'étiquette qu'on leur collait de manière un peu commode, sans qu'on sache trop ce que ça voulait dire, parce qu'en plus nous on n'a pas vraiment de tradition libertarienne chez nous. C'est vraiment des forces politiques très groupusculaires, qui sont déjà minoritaires aux États-Unis, mais qui sont carrément groupusculaires chez nous. Et pendant des années, on se disait, bon, les libertariens, pour la faire assez courte, c'est des gens qui défendent la liberté du marché, concurrence libre et non faussée, et de l'autre côté, la défense des libertés individuelles. Voilà, c'était à peu près ça, donc ça les rendait relativement inoffensifs. Et dans les faits, le parti libertarien aux États-Unis a pu nouer des alliances plutôt avec le Parti démocrate, plutôt avec le Parti républicain. Voilà, ça oscillait un peu. Il y a eu des candidats libertariens qui ont connu des fortunes diverses aux élections, des personnalités libertariennes qui se sont positionnées de telle ou telle façon face à des administrations successives. Et en fait, ce qu'on a
pas vu, ce qu'on n'a pas observé, mais parce que c'était assez difficile à déceler et que ça restait une pensée extrêmement marginale à ce moment-là, c'est que dans les années 80 et 90, a émergé une tendance qu'on pourrait qualifier de libertarienne autoritaire, alors que les chercheurs appellent paléo-libertarienne, parce qu'ils se sont alliés aux paléo-conservateurs à l'époque, et qui était en fait l'idée que on gardait la liberté du marché, ça reste très néolibéral, ce substrat ne disparaît pas, mais c'était conjugué à un ordre politique extrêmement vertical, extrêmement autoritaire, extrêmement fort. On revient sur nos milliardaires de la tech, c'est-à-dire que pour eux, l'entreprise, en fortiori l'entreprise de la tech, avec sa capacité de transformation de la société, c'est le lieu du politique. Et c'est le lieu du politique au sens où l'entendait Carl Schmitt. Donc Carl Schmitt, juriste du Troisième Reich, et par ailleurs influence majeure de l'organisation de la vie politique en ce moment aux États-Unis, dans un moment très schmittien. Et pour le tracer à gros traits, chez Schmitt, il y a cette idée que le politique, c'est le lieu de la conflictualité, le lieu de la désignation de l'ennemi. On voit bien qu'en ce moment, on est dans la désignation de l'ennemi, et le lieu de la décision souveraine, c'est-à-dire est souverain celui qui prend la décision exceptionnelle, et donc la capacité pour le pouvoir de s'affranchir des règles du droit pour décider, parce que c'est le pouvoir exécutif et que c'est lui qui décide. Ça, on le voit aussi, hein, Trump qui considère qu'il peut exister, modulo quand même un certain nombre d'arrangements, une forme de séparation des pouvoirs, mais que dans cette séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif est tout en haut, et que les branches législatives et judiciaires sont réduites au rôle de figurants. Et donc il y a cette idée que l'entreprise devient le lieu du politique contre la politique. Et la politique au sens de la délibération, de la friction, des élections, de la vie démocratique. Et donc l'entreprise va être vue comme le véhicule qui va permettre de remplacer, de dépasser l'organisation démocratique des sociétés. Et donc, on se retrouve avec un certain nombre d'idéologues. Donc, je reviens sur mon petit Curtis Yarvin, programmeur informatique propulsé, intellectuel, organique du technofascisme, qui depuis des années appelle à un CEO of America, donc un grand patron des États-Unis, ce qui, au passage, était quand même, quand Trump était candidat au tout début des années 2000, il s'était présenté avec cette casquette-là, hein. C'était un peu le troisième larron, et il disait voilà, je suis chef d'entreprise, donc je suis le mieux armé pour présider les États-Unis. Et donc on voit bien dans cette idée d'un patron des États-Unis la volonté d'installer des personnalités qui viennent de ce monde-là, supplanterait le personnel politique traditionnel contre lequel il y a une défiance aujourd'hui que personne ne nie. Et cette volonté derrière, pas seulement de mettre des patrons, l'idée c'est pas de faire des chefs d'entreprise des dirigeants comme les autres, c'est de faire des patrons, des chefs d'entreprise qui administrent les États exactement comme on administrerait une entreprise. Ce qui est vraiment nouveau ici, c'est qu'on parle d'individus qui veulent gérer des nations, des pays comme des entreprises, mais des individus qui possèdent des fortunes peu comparables à des cas similaires mais plus anciens. Et je pense à deux exemples. Il y a d'abord un exemple européen qui n'est pas négligeable, parce qu'on a eu un Donald Trump bien avant les Américains. Il s'appelait Silvio Berlusconi. Et il avait, lui, très clairement une rhétorique qui disait le Parlement est corrompu, ce sont des individus grimaçants, dits de gauche, dits de droite, qui ne sont jamais d'accord, qui ne savent pas voter un budget. Les juges sont pour la plupart des communistes qui ne rendent pas la justice, mais qui tentent de faire passer certaines idées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils me poursuivent en justice. Silvio Berlusconi avait au début des années 90, dans une perspective plus populiste que fasciste, tout doucement fait passer l'idée qu'en fait la politique ça ne marche plus, la démocratie ça ne marche plus, et que les seuls qui savent vraiment diriger une société, c'est ceux qui savent gérer une entreprise. Et ça veut dire que les élections ne doivent pas disparaître, mais qu'elles ne doivent pas peser autant qu'elles ne pèsent dans les cycles électoraux. Silvio Berlusconi était aussi, comme bien avant Donald Trump, un homme qui a su
utiliser son contrôle des médias privés pour arriver au pouvoir, puis ensuite son contrôle des médias publics. Il y a eu un moment donné incroyable en Italie qui n'a même pas eu lieu aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de médias publics. Enfin, il y en a un, mais il est ultra minoritaire et régulièrement, il s'arrête parce qu'il n'a plus de moyens. Donc, c'est pas lui qui fait l'opinion. On est habitué en France et en Belgique à être quand même fort rythmé par des grands médias publics qui pèsent. Et Silvio Berlusconi est un des seuls, même Trump n'a pas su faire ça, à avoir été, dans les années 90, un homme politique de premier plan, parfois Premier ministre, parfois ministre, parfois chef de l'opposition, qui avait à la fois de nombreux médias privés où il s'invitait et des médias publics où il s'invitait. Donc, cette idée qu'on peut diriger le pays comme une entreprise, ce n'est pas nouveau, mais évidemment, les exemples qui viennent d'être évoqués concernent des individus qui ont des fortunes et une influence énorme par rapport à Berlusconi, qui avait déjà une influence énorme. Il avait déjà des satellites, il avait des chaînes privées, il avait des déclinaisons de ses chaînes de télévision par pays, il avait des parts dans des chaînes en Allemagne, aux États-Unis, des chaînes thématiques. Donc ici, ce qui est plus perturbant, c'est qu'on est devant des gens dont la puissance financière est telle que l'influence qu'on a connue avec Berlusconi est encore plus grande. Alors il y a un autre exemple qui est intéressant, c'est Ross Perot, qui lui est un candidat libertarien qui apparaît au début des années 90. Et lorsque Bill Clinton est déjà empêtré dans ses affaires de fesses avec les filles sur qui il a fait pression pour avoir des relations sexuelles dans son bureau en tant que gouverneur de l'Arkansas et qui tente d'être candidat, Bill Clinton a devant lui George Bush père, George Herbert Bush, l'homme de la première guerre du Golfe, 1991, ancien patron de la CIA, ancien vice-président de Ronald Reagan, successeur de Ronald Reagan, 88-92. Et puis Bill Clinton, lui, en campagne, se retrouve avec Bush. Et il y a un troisième homme, il s'appelle Ross Perot. Et Ross Perot, il a fait fortune dans l'informatique. Et il croit beaucoup à la démocratie électronique, où les gens, un peu comme Beppe Grillo en Italie, mouvement 5 étoiles, il faut que les gens puissent au quotidien, le soir, voter sur leur ordinateur, et c'est comme ça qu'on va faire des lois, etc. Et Ross Perot propose toute une série d'innovations technologiques, mais surtout amène beaucoup d'argent et dit « Moi, je vais gérer les États-Unis comme une entreprise. Le gouvernement, ce sera le conseil d'administration, et les actionnaires, ce sera le peuple. Et si le peuple n'est pas content du travail de ses actionnaires, il virera ses actionnaires et il les remplacera par d'autres actionnaires. » Quand on regarde l'histoire des fascismes historiques, les fascismes se sont toujours appuyés sur des médias de masse. La radio, par exemple, était le médium parfait pour la propagande nazie. La propagande s'est toujours appuyée sur des médias de masse. Là, on est face à des plateformes qui sont nées et ont grandi sur une promesse qui était une promesse de démocratisation. Il faut se rappeler ce que disait Zuckerberg au sujet de Facebook. Voilà, on va connecter le monde. Il y a eu cette petite parenthèse de l'histoire où on a pensé que ça allait permettre des changements démocratiques dans des régimes autoritaires, etc. etc. Bon, ne jamais perdre de vue que Facebook, c'est quand même un incel avant l'heure qui a fait un classement des filles de son campus tout seul dans son dortoir. Ça donnait quelques petites indications sur le projet politique du bonhomme. Bon, on a peut-être un peu oublié ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des plateformes qui sont, monopolistiques, et que comme ce sont des plateformes monopolistiques, elles sont notoirement réfractaires à toute forme de régulation. Et d'ailleurs, on voit bien que
en Europe, la capacité réglementaire déjà maigrichonne, on est en train d'abdiquer une étape après l'autre ce pouvoir de régulation, dans l'espoir que l'administration Trump ne tape pas trop fort sur les taxes, sur un certain nombre de choses où on est un peu dépendant des États-Unis. Et donc on se rend compte que cette promesse de démocratisation, elle a été complètement trahie, ou alors il n'aurait jamais fallu y croire, et que ces plateformes aujourd'hui sont le lieu, avec évidemment leur capacité d'enfermement algorithmique, etc., le pouvoir de recommandation, sont le lieu de notre dépossession du politique. C'est-à-dire que je reviens sur cette idée que l'entreprise est la forme du politique contre la politique telle qu'on espérait l'exercer à travers les plateformes, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Si tant est que ça n'ait jamais existé, hein, ce truc de démocratie participative via les réseaux, etc. Et donc il y a un péché mortel, mais qui est un peu un péché mortel de la cybernétique, qui est cette science qui est née dans l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, où on s'est dit que la technologie allait peut-être justement nous protéger contre le retour du fascisme. Que le meilleur moyen de se prémunir contre le retour de ce fascisme-là, c'était une organisation de la société dans laquelle les décisions étaient rendues transparentes par la technique, par le fait que des infrastructures technologiques vont permettre une traçabilité des décisions, vont permettre une organisation de la société qui va être plus égalitaire. Bon, on en est bien revenu. Il y a eu comme ça, je pense, plusieurs péchés mortels de la cybernétique. Et aujourd'hui, quand on voit une plateforme comme X, par exemple, de Musk, ex-Twitter, on est face à... c'est un peu l'équivalent d'un média de masse, c'est-à-dire que se joue sur X ce qui peut se jouer en termes de faire ou défaire l'opinion sur un certain nombre de sujets, ce qui peut jouer dans des grands médias, avec une capacité de diffusion qui est même encore plus, de déstabilisation qui est encore plus importante, parce qu'il y a un truc mondial. Et d'ailleurs, Musk s'est pas du tout gêné ces derniers mois pour faire de l'ingérence assez active, s'exprimant au sujet des élections fédérales en Allemagne, voilà, se piquant d'intérêt pour tout un tas de scrutins. Alors après, ce qui est un peu paradoxal et contre-intuitif, c'est que là, on dit, voilà, les grandes plateformes, cette capacité à pour se dire, les technofascistes mettent en scène justement où nous arrosent avec leur idéologie grâce à ces grandes plateformes. Et en fait, la réalité, c'est que comme c'est un mouvement élitiste, ils dédaignent assez le fait de former les masses, d'éduquer les masses ou de s'adresser aux masses. Et du coup, ils ont un mode de communication, un mode de diffusion de leur pensée qui est beaucoup plus confidentiel. C'est-à-dire que la pensée technofasciste ne naît pas sur les campus universitaires, ne naît pas dans les think tanks, même si elle peut s'y propager, etc. Elle se diffuse via des newsletters, via des blogs, via des podcasts. Et donc il y a vraiment cette tradition comme ça, qui est une tradition contre-révolutionnaire de l'époque où on avait des pamphlétaires, qui étaient des gens en bordure, à la lisière de l'opinion publique, à la lisière de l'espace public, qui avait une fonction d'alerte, qui étaient ceux qui voyaient la réalité telle que les autres ne voulaient pas la voir, et qui apostrophaient comme ça leurs semblables. Et cette idée qu'il faut éduquer des contre-élites. Encore une fois, le fond de leur discours, c'est qu'il faut renverser un ordre progressiste incarné par les universités, les grands médias, etc., mais pas pour rendre ce pouvoir à ceux qui auraient été dépossédés. C'est pour installer à la place d'autres structures tout autant monopolistiques. Quelqu'un comme Peter Thiel, c'est pas du tout un défenseur de la concurrence libre et non faussée. C'est un partisan fervent du monopole. Début des années 90, donc l'Internet devient civil et commence à devenir accessible au plus grand nombre. Et très vite se pose la question de savoir, est-ce qu'une plateforme est responsable des contenus qu'elle diffuse ? Vous avez des forums, des gens qui s'expriment, des gens qui postent des photos, des gens qui mettent des publicités, des gens qui vendent des meubles, mais vous avez aussi des gens qui proposent des contenus pornographiques, etc., etc. Et très vite, il y a des plaintes qui sont déposées pour mille raisons. Non-respect de la propriété intellectuelle, violation du respect de la vie privée,
contenu pornographique à caractère pédopornographique, etc. Donc, elles se retournent vers le Capitole, vers le législateur, et disent, voilà, dites-nous ce qu'il en est, mais nous, on doit savoir. Si jamais on est responsable des contenus, ben, ce n'est pas la même chose que si jamais on n'est pas responsable. Alors, il y a une phase de flottement où on pousse les plateformes à modérer les contenus. Le problème, c'est que si elles modèrent les contenus, elles ne sont plus de simples plateformes qui diffusent tout et n'importe quoi, puisqu'elles modèrent. L'exemple le plus célèbre, c'est Mark Zuckerberg qui décide d'interdire la nudité, mais qui autorise le racisme sur Facebook. Ça a un petit peu évolué, mais il fut un temps où, pour trouver de la nudité, il fallait chercher. Mais par contre, les propos xénophobes et racistes, ça, c'était assez facile. Ce sont des choix. Et donc, Zuckerberg et d'autres ont dit, oui, mais si on commence à modérer, vous allez nous accuser de ne pas être simplement une plateforme qui diffuse des contenus dont nous ne sommes pas responsables, mais d'avoir des choix éditoriaux. Et si on a des choix éditoriaux, on tombe sous les lois qui gèrent les médias traditionnels. C'est-à-dire que si Fox News raconte délibérément des mensonges, il y a sanction. Donc les plateformes ont pris peur. Et elles ont dit, mais si on modère, on devient des éditeurs, parce qu'on choisit de laisser la xénophobie, mais on enlève l'antisémitisme, ou on garde l'antisémitisme et la xénophobie, mais on enlève la nudité. Et donc finalement, il y a eu, dans le Communication Decency Act de 1996, donc il a quand même fallu quelques années, on est au milieu des années Clinton, une loi qui dit que les plateformes ne sont pas responsables des contenus, ce sont des plateformes, et qu'elles peuvent modérer si elles le veulent, mais qu'elles ne seront pas jugées comme éditeurs si elles modèrent. Mais, et c'est ça que je voulais mentionner pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qu'il en est si désormais les patrons des réseaux sociaux prennent des positions très politiques, voire trafiquent leurs algorithmes pour favoriser des tendances politiques plutôt que d'autres? Elon Musk est accusé d'avoir modifié les algorithmes de X pour que toute une série de tendances politiques qu'il soutient, l'AfD en Allemagne, on vient d'en parler, tentative d'influence, on reproche aux Russes d'influencer les Européens, mais Musk, lui, il ne se gêne pas pour influencer les Allemands. Soutient Marine Le Pen, quand elle a été condamnée à la non-éligibilité. Elon Musk a dit la France est en train de perdre son âme, ce n'est plus le pays de la liberté. Donc, qu'est-ce qu'il en est si le patron d'un réseau social prend des positions politiques, voire exige qu'on modifie les algorithmes pour favoriser une tendance plutôt qu'une autre? La réponse est simple. Ça veut dire que le réseau devient un éditeur, comme le journal Le Soir, comme le Vive l'Express, comme Télérama, comme France 2. C'est-à-dire qu'ils doivent rendre des comptes. Et j'attends de voir, mais à mon avis, ça va arriver. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Mais tôt ou tard, il va y avoir des procès où on va dire à Elon Musk, écoute, ton réseau, c'est un média avec une ligne éditoriale. Et désormais, tu vas devoir rendre des comptes comme le New York Times et le Washington Post ou Fox News, qui a payé le fameux milliard, et tu ne peux plus dire que tu es une plateforme. On en est là, et à mon avis, ça va arriver. Je n'imagine pas qu'il n'y ait pas l'un ou l'autre lobby, association, groupe de pression aux États-Unis ou simplement un adversaire de X, un autre réseau social qui, lui, essaye d'être neutre ou en tout cas de ne pas jouer sur les contenus, qui dira il ne peut plus être protégé par la section 230 et donc les posts du Ku Klux Klan sur son site, ce n'est pas simplement une plateforme, c'est eux qui ont accepté les posts du Ku Klux Klan, donc ils sont responsables de la parole raciste du Ku Klux Klan, donc ils doivent finir devant les tribunaux, même si jamais le Ku Klux Klan et le racisme aux États-Unis ne sont pas condamnés comme chez nous. Si on a choisi d'appeler le bouquin Apocalypse Nerd, c'est notamment parce que juste après l'élection de Trump, Peter Thiel, encore lui,
investisseur de la Silicon Valley, cofondateur de PayPal, qui était déjà une première tentative sécessionniste à la fin des années 90 de s'affranchir du système financier mondial. Premier investisseur extérieur de Facebook, cofondateur de Palantir, entreprise née après le 11 septembre 2001 avec cette idée que les services de renseignement avaient failli et qu'une entreprise privée ferait mieux le travail qu'eux. Et Palantir, qui est aujourd'hui une entreprise valorisée à 400 milliards de dollars, qui est l'une des plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, c'est plus important que Coca-Cola ou Bank of America, pour vous donner un ordre de grandeur, et qui aujourd'hui est la cheville ouvrière de la politique migratoire de Trump, puisque c'est les outils de Palantir et les logiciels de Palantir qui équipent l'ICE, la police de l'immigration, la milice de l'immigration de Trump, et qui leur permettent d'identifier les individus à expulser. Donc, exemple assez paradigmatique d'une architecture du pouvoir technofasciste, dirigée par quelqu'un qui, depuis très longtemps, ça a toujours été un conservateur revendiqué, donc nous expliquant que démocratie et liberté ne sont plus compatibles. Et par ailleurs, Peter Thiel, qui a investi en politique exactement comme il investit dans ses entreprises, est celui qui a financé la campagne de J.D. Vance lors des élections de mi-mandat. Donc il a fabriqué politiquement J.D. Vance, qui est l'un de ses anciens salariés. Il se trouve que Peter Thiel est quelqu'un d'assez religieux, qui d'ailleurs n'est pas complètement étranger à la conversion de J.D. Vance, et donc il avait fait cet éditorial dans le Financial Times juste après l'élection de Trump, où il parlait d'un moment apocalyptique, mais c'était le moment apocalyptique, pas l'apocalypse au sens de la fin du monde, c'était l'apocalypse en grec, c'est-à-dire l'apocalypsis, la révélation, dire on va avoir un moment de révélation, et ensuite, une fois que la vérité aura été révélée, pour reprendre son expression, un ordre nouveau pourra advenir. Et donc on est effectivement dans ce moment qui est un moment un peu apocalyptique. Le fait qu'il donne des séminaires, des conférences sur la figure de l'antéchrist. Alors l'antéchrist, c'est au choix un gouvernement mondial, le totalitarisme à la chinoise, ou Greta Thunberg, puisqu'il l'a cité comme figure de l'antéchrist. Voilà. Il y a vraiment cette obsession. Alors je pense qu'on est face à des gens qui, à la fois d'une main, partagent une croyance assez absolue et très naïve en le pouvoir de la technologie, c'est-à-dire sont absolument persuadés que la technologie va résoudre tous les problèmes du monde, mais qui disent quand même que si jamais ça marche pas, ils se sont fait construire des bunkers en Nouvelle-Zélande. Et donc il y a toujours, ça avance sur les deux jambes, où il y a à la fois une croyance en un avenir radieux, d'abondance, permis par la technologie, mais aussi cette idée que le monde peut s'effondrer demain, et que si le monde s'effondre demain, ils ont déjà leur petite arche de Noé personnelle. Donc ils sont tous quand même un peu habités. Ils ont tendance, comme ce sont des gens très riches et qui ont une hubris particulièrement développée, ils ont un peu tendance à confondre la fin du monde avec leur propre mort. C'est-à-dire ils font partie de ces gens qui sont persuadés que le jour où ils vont mourir, le monde s'arrête. Ce n'est pas le cas, hélas pour eux. Et donc ils sont un peu habités par ça. On voit une prégnance du religieux, y compris dans la tech en ce moment. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ils arrivent à fonctionner, au moins momentanément, avec la droite religieuse aux États-Unis. Ce qui ne va pas forcément de soi, parce que la droite religieuse aux États-Unis, qui pense que la transcendance c'est par Dieu, n'est pas forcément très amis avec les technofascistes qui pensent que la transcendance c'est par l'intelligence artificielle et qui croient à toute une nébuleuse, là je voyais les petits acronymes tout à l'heure, une nébuleuse idéologique où on retrouve tout un tas de mouvements, le transhumanisme, le cosmisme, le long-termisme, l'altruisme efficace, qui sont quand même des mouvements qui pensent qu'on va repousser toutes les limites, que ce soit les limites cognitives, avec des puces dans le cerveau, que ce soit les limites biologiques en conjurant la mort, ou que ce soit les limites terrestres en allant coloniser Mars. Donc il y a vraiment cette idée d'une transcendance par la technologie, et ces deux mondes, a priori, ne vont pas très bien ensemble. Lors de la dernière NatCon, la conférence des nationaux conservateurs, les technofascistes n'étaient pas complètement en odeur de sainteté. Et pourtant, on a quelqu'un comme J.D. Vance à la Maison-Blanche, qui est un vice-président qui a beaucoup de pouvoir, qui n'est pas juste là pour faire des inaugurations et couper des cordons, qui est à la fois quelqu'un très imprégné de religion, c'est-à-dire après l'assassinat de Charlie Kirk, qui disait revêtir l'armure de Dieu, gravir la montagne de la vérité, enfin vraiment il avait revêtu son armure de croisé, et qui dans le même temps est quelqu'un qui vient du capital risque, qui est quelqu'un qui a été placé là par les gens de la Silicon Valley, qui l'ont mis à la droite de Trump en se disant que peut-être ça pouvait être
une solution viable pour l'après-Trump. Et aujourd'hui, ces deux mondes arrivent sont fonctionnalisés d'une certaine façon, où on a des gens du capital risque qui nous expliquent que investir dans des entreprises de la tech américaine, c'est réaliser le royaume de Dieu sur Terre. Et je dis ça, c'est même pas caricatural, ils le disent vraiment de cette façon-là. Donc ça fonctionne pour l'instant. Combien de temps ça peut fonctionner, c'est une grande question. Mais aujourd'hui, cette dimension religieuse, théologique, et qui est là aussi un ferment contre-révolutionnaire. La contre-révolution, on disait tout à l'heure, la circulation, on leur a offert Berlusconi a fait le Trumpisme, etc. Mais la contre-révolution, c'est une pensée européenne, c'est quand même une pensée née dans l'ombre de la Révolution française de 1789, contre l'égalitarisme, contre la souveraineté populaire, avec cette idée que le pouvoir doit être concentré entre un petit nombre de mains, que la religion joue un rôle très important, que le droit naturel prévaut sur le droit positif, etc. Donc ce sentiment contre-révolutionnaire, il est intimement lié à la religion, à l'Église, etc. Donc le fait qu'ils embrassent ce vocabulaire, cette pensée contre-révolutionnaire, c'est assez logique qu'ils embarquent avec eux cette dimension religieuse. Reste à savoir combien de temps, encore une fois, ça va tenir debout. Les lecteurs trumpistes, ce qu'il aime, c'est le travail manuel, la terre, l'usine, le salaire avec, si possible, peu de taxes, la responsabilité, le mérite. Et il y a beaucoup de choses dans la base électorale trumpiste qui n'ont strictement rien à voir avec cette aile technofasciste qui gravite également autour de Donald Trump et de ses proches. Peut-être que ce sera la grande faiblesse des prochaines élections, c'est que le jour où cette division, qui est déjà apparue en période électorale, Musk avait intérêt à apparaître comme une sorte de faiseur de roi, et Trump avait besoin de tout pour ne pas aller en prison, et Musk lui a amené les voix qu'il fallait pour aller à la Maison-Blanche, qui d'ailleurs, mécaniquement, pour différentes raisons juridiques, ont provoqué l'extinction d'un certain nombre de poursuites. Et donc le risque qu'il se retrouve derrière les barreaux est beaucoup plus faible, même quand il sortira de la Maison-Blanche, que ce n'était le cas avant son élection. Donc il y a sans doute eu une période d'alliés objectifs. On ne pense pas la même chose, mais on a intérêt à avancer ensemble, en tout cas le temps que je sois élu. Ça n'a pas duré, on sait ce qui s'est passé par après. Mais en même temps, c'est des gens qui n'ont pas intérêt non plus à s'auto-détruire mutuellement en permanence. D'où cette forme d'apaisement qui est simplement sans doute un accord pour ne pas... Bon. Par contre, donc ça, il y a une tension. L'électorat trumpiste n'est pas du tout en phase avec... tous ces discours sur la vie éternelle, sur la technologie qui prend le pouvoir. Et d'ailleurs, quand Elon Musk a dit il faut qu'on fasse venir une immigration intelligente, c'est-à-dire une immigration d'Indiens et autres qui sont diplômés et très doués dans certains domaines, la base trumpiste a réagi très durement en disant ben non, nous on a voté pour Trump pour qu'on engage des Américains, même si c'est pour aller à l'usine, mais on veut des Américains pour des emplois américains dans des usines américaines, et on ne veut pas que des Indiens bardés de diplômes viennent à la Silicon Valley diriger notre destin. Premier élément. Deuxième élément, par rapport aux religieux, pourquoi est-ce que Donald Trump a été soutenu par les évangéliques ? Ça a été un débat très compliqué au sein de la communauté, puisque la communauté évangélique, contrairement à l'Église catholique, n'est pas du tout structurée de façon autoritaire et pyramidale. Si jamais le pape décide quelque chose, ça a un impact jusqu'à nos églises à Liège. Chez les évangéliques, chaque communauté fait ce qu'elle veut. Pour autant que la Bible apparaisse d'une manière ou d'une autre, ils ont la lecture qu'ils veulent. Parfois, ils se regroupent en communauté avec une lecture similaire, mais ils sont assez libres par rapport à ça. C'est ce qui provoque des courants nombreux, multiples et parfois opposés. Et une partie de la communauté a dit « pas question de soutenir ce personnage qui a une vie de
de dépravé, qui était un copain de Jeffrey Epstein, le pédophile, qui s'est tapé une actrice de film pour adultes, qui a eu plusieurs femmes, qui ne pense qu'à son image et à l'argent, qui a fait de nombreuses fois faillite. Mais d'autres ont dit, cet homme déplace des montagnes, cet homme est capable de bouger les lignes. Et l'astuce qu'ils ont trouvée pour soutenir Trump, c'est de le comparer à un personnage biblique, le roi perse Cyrus, qui était un personnage dont la vie privée était particulièrement déplorable d'un point de vue chrétien. Mais c'est un homme qui gagnait des guerres et qui réglait des problèmes et qui déplaçait des montagnes. Et donc, ils se sont dit, on va voter et soutenir Donald Trump, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Et notamment parce qu'il nous a promis de mettre des juges très conservateurs à la Cour suprême pour mettre fin à l'arrêt Roe-Wade qui imposait à tous les États fédérés d'autoriser d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les restrictions, le droit à l'avortement, entre autres. Et Donald Trump, pendant son premier mandat, a nommé des gens qui font que tôt ou tard, la Cour suprême finira par abolir cet arrêt et rendre l'accès à l'avortement beaucoup plus difficile aujourd'hui, pas dans tous les États, mais dans certains États. Le nouvel arrêt qui abolit l'ancien arrêt Roe-Wade, n'interdit pas l'avortement. Il dit simplement, désormais, les États ne sont plus obligés de l'autoriser, chacun à sa façon. L'arrêt dit, chacun fait ce qu'il veut à l'échelle fédérée. Et donc, la sécurité de l'avortement a disparu avec ce nouvel arrêt. Et donc, certains États en ont profité pour dire, même en cas de viol et d'inceste, l'avortement reste interdit. Certains ont dit, au-delà de 2 semaines, l'avortement est interdit. Bref, certains ont dit, si jamais vous allez vous faire avorter dans un État voisin, on peut exiger du juge qu'il saisisse les données chez Google et qu'on puisse géolocaliser votre voyage et prouver que vous avez été vous faire avorter ailleurs et donc vous allez avoir des problèmes en justice. Bref, il y a des lois terribles qui ont été votées suite à ce changement. Ça, les évangéliques, ils se disent il a déplacé des montagnes. Personne n'avait fait ça avant. Et donc, dans un certain nombre de domaines, la chasse aux migrants illégaux, aller arrêter des migrants illégaux comme ça dans la rue avec des commandos cagoulés, pour certaines communautés, c'est la preuve qu'on règle enfin le problème de l'immigration illégale, même si à ce jour, et il est probable qu'il n'arrive pas à le battre, Donald Trump a un taux d'expulsion de migrants illégaux inférieur aux 8 ans de Barack Obama. Et il est peu probable que dans 2 ans et demi, il rattrape Obama. Donc, ça, c'est le paradoxe de l'histoire. Obama aura sans doute expulsé plus que Trump, alors que Trump en faisait son cheval de bataille. Il y a des explications en faveur d'Obama. Il y avait des jeux de pouvoir, etc. Mais à ce jour, la différence est énorme. C'est très surprenant, parce qu'on on aurait plutôt l'impression que sous Obama, c'était plus facile et sous Trump plus dur. Et donc, les évangéliques ont utilisé la métaphore biblique, pas la métaphore, la référence biblique du roi Cyrus, le roi perse, pour dire on n'a pas à se tracasser de sa vie privée, ça ne nous regarde pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il déplace nos montagnes. La montagne de l'avortement, la montagne de la place de la famille, la montagne des sexes. Il n'y a pas des LGBT, queer, etc. Non. Il y a un homme, une femme. Il l'a dit, il l'a fait. Et la communauté évangélique est très contente, parce que pour elle, c'est très important. Tout son système repose sur le fait qu'une famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Et donc, ça les dérangeait d'avoir des gens qui venaient en disant « Moi, je me sens ni homme ni femme. Moi, je suis autre chose. » Les toilettes, pour les gens qui ne se sentaient ni l'un ni l'autre, c'était un gros problème pour les évangéliques. Tout ça, ça bouge. Et donc, il a réussi, grâce à un flair et un génie politique, il faut le reconnaître. On peut être grossier, raciste et machiste tout en ayant un flair et un génie politique. Et de ce point de vue-là, Donald Trump a su sentir comment attirer les évangéliques. Ça a fonctionné à 2 reprises et ça ne peut que refonctionner, même si jamais il ne peut plus se représenter,
puisqu'il a déplacé des montagnes.